Première séquence de la matinée, en effet, on vous a promis une séquence d'action très concrète et c'est Pascal Gour qui est associé chez Josserand-Audoir qui a accepté de relever le défi. Alors, vous êtes spécialisé dans la gestion de patrimoine. On a un bon quart d'heure. On va essayer de prendre quelques questions quand même avant la pause pour essayer de voir très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avant la fin de l'année. Alors, on va attaquer massivement. C'est quoi la priorité pour vous ? Alors l'exercice n'est pas évident et le moment est encore moins opportun puisqu'on est vraiment au milieu du gué sur tous les projets de loi de finances. Je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner aujourd'hui, c'est de ne pas paniquer, de ne pas prendre de décisions hâtives. On entend beaucoup de clients envisager des installations à l'étranger, des réorganisations de patrimoine, des transferts de sièges de leur holding à l'étranger. Toutes ces actions sont très impactantes et aujourd'hui on a ça parlait déménagement en Italie dans les couloirs. Je ne veux pas cafeter, mais... On en entend parler aussi. On comprend bien sûr les interrogations et on essaye d'y répondre. Mais mon point de vue est que les projets qui étaient en cours doivent se poursuivre, prendre des décisions hâtives et changer complètement son fusil d'épaule en l'état actuel des choses n'est pas forcément la meilleure chose à faire puisqu'on a aucune réponse concrète aux questions qu'on se pose. Voilà. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que je dois faire là d'ici Noël ou la Saint-Sylvestre ? Je pense que concrètement, le meilleur conseil, encore une fois, qu'on puisse donner est de suivre tout ça, mais avec un petit peu de recul, bien sûr, en lien avec ces conseils qui vont essayer d'anticiper un maximum de choses et de se concentrer sur l'analyse, sur la cartographie du patrimoine pour anticiper ce qui va pouvoir se produire demain, mais encore une fois, sans prendre de décision hâtive. Tout le monde a fait de la pub, pas nous, mais il faut lire l'opinion et on a une lettre fiscale toutes les semaines qui permet aussi de suivre assez bien. On peut lire la GFIE aussi, Jean-François, je suis d'accord. Donc concrètement, vraiment suivre, Corinne nous a fait un bon tableau de ce qui se passe, suivre très concrètement. Après, sur une action à mener, qu'est-ce qu'on peut faire plus opérationnellement, sans urgence, j'ai bien compris. Bien sûr. Alors comme je le disais, continuer à avancer sur les projets qui sont en état de l'être et de pouvoir aller de l'avant, notamment les projets de transmission. On a parlé de Dutreil, bien entendu. Mais aussi les donations familiales, on n'est pas forcément à la tête d'une entreprise. Mais aussi les donations plus classiques, sur lesquelles on n'anticipe pas d'évolution majeure, mais sur lesquelles il n'y a pas de raison de ne pas avancer. Et sur les donations qui pourraient être impactées, notamment sur les holdings animatrices, si on est prêt, bien entendu, il faut y aller. Voilà, parce que sur les sujets de rétroactivité en matière de transmission et de tout ce qui se fait devant notaire, on est quand même plus confortable. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas impacté du tout par la réforme. Si demain les règles à respecter pendant toute la durée d'un Dutreil évoluent, on peut être impacté, mais la transmission aura été faite. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités à saisir, encore une fois, si on est prêt, parce que ce ne sont pas des choses qu'on improvise. Alors, je pense que Corinne, en ouverture, nous a bien décodé IFI, nouvelle IFI, impôt sur la fortune des sociétés, donc holding. Votre opinion là-dessus et sur les actions qu'on doit mener concrètement en raison de ces nouveaux sympathiques projets fiscaux ? Alors, au risque de me répéter et de ne pas donner de conseils concrets pour le coup sur cet aspect-là, l'attentisme est sûrement la meilleure approche, puisqu'aujourd'hui, si on se résume, on a 3 pistes principales. Une qui est de revenir à l'impôt sur les holdings tel qu'on l'a vu dans la première version du PLF, qui pourrait revenir sur le tapis rapidement, qui est une imposition qui frappe la holding sur les actifs non productifs, financiers, au sens large. En version 1, c'était tout à 2%, tout à 2% versus peu de choses à 20%. Versus, donc deuxième voie aujourd'hui, une taxe sur les holdings à 20%, mais uniquement sur les actifs somptuaires. Et troisième version qui peut être compatible avec la deuxième, un impôt personnel sur la fortune improductive et donc sur les actifs financiers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les différents textes ne visent pas les mêmes objectifs.
Certains visent à sortir les actifs somptuaires des sociétés, d'autres à forcer des distributions. On ne peut pas aujourd'hui, à mon avis, prendre de décisions efficaces, quel que soit le scénario, sur cet aspect-là. On a tué Zucman ou pas tout à fait? Il survit d'une certaine façon, et je pense que dans les différents projets, on n'a pas voulu l'écarter d'un revers de main, mais c'est un impôt qui est plus idéologique à mon sens que réaliste, et j'ose espérer qu'on en est sorti effectivement. Un autre conseil à très court terme peut-être? Très court terme, conseil très pratique pour cette année, la CDHR. Alors on en a parlé ce matin, mais je veux bien quand même que vous me redisiez un peu ce que c'est la CDHR, oui, pour ceux qui se seraient arrivés un peu en retard. De manière très, très concrète et très pratique, doivent s'interroger sur la question les foyers qui ont plus de 250 000 euros de revenus pour un célibataire ou plus de 500 pour un couple, qui ont beaucoup de revenus passifs, puisque le principe de la CDHR, c'est d'avoir un impôt minimum à 20% entre l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Quand on a des salaires importants, on paye déjà suffisamment d'impôts et donc on n'est pas forcément concerné. On atteint une petite moyenne de 20%. Voilà, facilement. En général, on y est. En revanche, quand on est soumis à la flat tax sur une grosse partie des revenus, on peut être en dessous de ces 20%. Et donc, dans ce cas de figure, il va falloir anticiper le paiement de cette taxe qui, pour mémoire, donne lieu à un acompte début décembre, avant le 15 décembre. L'État a promis de mettre en place une petite calculette là, pour qu'on puisse faire ces simulations. Elle est enfin en ligne ou toujours pas? On l'attend là. C'est ça, hein, c'est imminent, mais depuis un mois et demi. On n'a pas les formulaires, on manque beaucoup d'infos et les pénalités sont lourdes puisqu'on doit évaluer la taxe et en payer 95% en décembre avec des pénalités à 20%. Voilà. C'est ce que disait Corinne. Ouais. D'où mon conseil d'anticiper. Et malheureusement de surdimensionner le cas échéant, même si ça revient à donner de la trésorerie à l'État, mais les pénalités sont quand même lourdes. Une petite question piège, parce qu'on ne l'a pas préparée, celle-là, mais elle me vient parce que j'ai lu un article excellent dans l'Opinion de ce matin. Il y a ceux qui ont touché des stock options cette année. C'est quand même très très violent, ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour s'y préparer? Enfin, dans l'article de l'Opinion, il y a quelqu'un qui touchait des stock options qui a été imposé à 70% sur le sujet. Il y a un conseil? Si ça a déjà été vendu, il n'y a plus grand-chose à faire. En amont, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Pour ceux qui sont déjà passés, qui ont déjà cédé, il y a assez peu de choses, à mon avis, à envisager. Après, on peut éventuellement, pour revenir à la CDHR, voir si on peut bénéficier de l'atténuation sur certains revenus exceptionnels. Ça peut être une analyse à faire. Étaler un peu, voilà, voir s'il y a des choses à faire en termes de récupération de la CSG, tout ça, mais ça va être assez limité à ce stade-là, à mon avis. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions très, très concrètes? Il y a toujours le bon élève avec ces questions. Est-ce que quelqu'un... en revanche, j'ai perdu toute personne pouvant m'aider. Oui, si Stéphanie, si je peux te demander, il y a plein de micros là-bas. Si tu passes... Alors, je n'aurais pas, mais on va peut-être commencer par le fond, parce que... Monsieur, vous êtes déplacé, en fait. Non. Oui, les comptes courants d'associés dans une ESCI sont considérés, je pense, comme de la fortune improductive. Oh, c'est pas bon, ça. Ouais. Ça fait fraude, déjà. Ça pourrait y ressembler, oui. Encore une fois, on n'a pas toutes les précisions à ce stade. Et d'ailleurs, sans parler, sans se focaliser sur les SCI, le cas des sociétés en général n'est pas très bien balisé dans la proposition qui est faite pour l'instant. Une question devant à droite aussi. Bonjour à tous. Il y a une question très simple. Premier, Nous avons compris qu'il est urgent d'attendre, mais jusqu'à quand? Très bonne question. Déjà lundi, on en saura un petit peu plus, puisque, sauf ordonnance, si le vote de l'Assemblée nationale permet de continuer sur le texte actuel, on ne devrait plus voir revenir le projet initial. Et ensuite, comme vous l'avez peut-être entendu, si on ne se met pas d'accord avant fin décembre, on a cette potentialité d'une ordonnance qui pourrait intervenir en toute fin d'année. Voilà, donc ça va être un peu du jour le jour.
Oui, est-ce qu'il y a eu des bruits de bottes sur... Dans le micro, c'est mieux. Il y a eu des bruits de bottes sur une nouvelle augmentation de la CSG sur les revenus financiers. Oui. Or, comme vous le savez, tant sur l'assurance vie à une franchise près de 8 ans que sur le PEA, c'est en fait tout le stock. Quelqu'un qui a cru M. Bérégovoy en 92, qui a ouvert son PEA, c'est tout son stock qui va être victime d'une éventuelle augmentation. On en parle peut-être dans la GFI ou dans le... On en parle dans le micro si vous voulez, mais donc la question est, est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce qu'il faut, si on sort aujourd'hui d'un PEA ou d'une assurance vie, quels seront le taux qui sera appliqué? Ça vous va comme question? C'est très clair. Hein. Pardon? C'est très clair, c'est une très bonne question. Alors j'ai envie de dire que c'est plus que des bruits de bottes, puisque ça, pour le coup, ça a déjà été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Ouais, mais donc, en tout cas, voilà, on est plus avancé que sur plus 1,4 si on est clair. Voilà, plus 1,4. Et en revanche, on n'a, à ma connaissance, aucune précision sur la date d'entrée en vigueur de ce nouveau taux. Voilà. Donc malheureusement, voilà. Ah oui, il y a un enjeu très fort. Une dernière question. Moi, j'ai peut-être une question. On avait évoqué l'exit tax. Ça va faire très mal, ça? Ça va revenir? Alors, l'exit pour tax, ceux qui parlent italien, est déjà là. Ce qui est principalement en discussion, c'est un rallongement de la durée qui, de mon point de vue, n'est pas forcément le nerf de la guerre. Donc oui, ça peut évoluer, ça peut alourdir les obligations déclaratives et les rallonger. Mais c'est pas une refonte plus complète que ça à laquelle on doit s'attendre. Et dernier point, si on a une minute de plus, à moi qu'il y ait une dernière question. L'apport cession, ça aussi c'est dans la ligne de mire? Alors l'apport cession, c'est également dans la ligne de mire, effectivement. Ce qui est envisagé, c'est de porter le taux de réinvestissement de 60 à 80% pour maintenir le report. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on n'y arrive pas, l'impôt ne tombe plus qu'à proportion de ce qu'on n'a pas réinvesti. Donc admettons que j'ai réinvesti 75%, je n'ai pas atteint les 80%. En revanche, je n'ai que 25% de mon impôt en report qui tombe, versus 100% si je n'atteignais pas les 60% avant. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça ne s'appliquerait a priori qu'aux apports effectués après le 1er janvier. Donc autrement dit, si j'ai fait des apports en vue d'une cession qui va intervenir avant la fin de l'année ou après, normalement, je ne devrais pas être dans le champ de ce dispositif. Très clair. Si on doit retenir une seule chose, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir? Je crois que ça a été compris, effectivement. Anticiper, cartographier et attendre le bon moment pour agir. Alors, je vous retiens une demi-seconde. Merci beaucoup, Pascal. Mais c'est maintenant l'heure de la pause déjeuner. Alors, vous pourrez découvrir, si vous ne les avez pas encore vus, les stands de nos partenaires. On a la chance aussi pour les découvrir avec un verre de bon vin, parce qu'on a la chance de pouvoir vous proposer une dégustation de crus bourgeois. Et puis on vous propose pendant cette pause déjeuner un petit moment d'échange, une espèce de jeu, si vous pouvez rester. Donc il y a une hôtesse à la sortie qui vous attend ou dans les allées avec... Ah non, là c'est trop tôt, s'il vous plaît. Il y a une hôtesse qui vous attend avec un petit panier. Vous prenez un numéro. Vous avez un numéro 1, 2, 3 ou 4 qui vous est donné. Et ça vous permet à 1h15 de rejoindre un des manches debout qui est là-bas et de papoter pendant un petit quart d'heure avec les autres participants et puis des intervenants qui viendront aussi d'un manche debout à l'autre. Il y aura probablement, si vous êtes nombreux à faire ça, 2 sessions, une à 1h15, une à 1h45. Et les débats reprendront à 14h15 précisément. Vous avez vu, on essaie d'être très précis. Et là, c'est le moment d'applaudir Pascal.